Un somptueux palais de 17 000 mètres carrés surplombant la mer Noire. Le symbole d'une richesse sans limite. Les images aériennes de ce vaste chantier ont été révélées par Alexeï Navalny dans son documentaire « Un palais pour Poutine ». À partir des plans du bâtiment, l'opposant désormais emprisonné a même reconstitué l'intérieur de l'édifice. Une avalanche de luxe, une débauche de dorures, et partout, l'aigle à 2 têtes, emblème historique de la Grande Russie. Selon Alexeï Navalny, ce palais de la démesure a été construit pour Vladimir Poutine. Le président russe serait un mégalomane, obsédé par l'argent. Ce palace n'a qu'une seule ambition, surclasser tous les empereurs et les dictateurs. Être le numéro 1, tout faire en plus grand. Le plus grand palace, le plus grand yacht, et ainsi de suite. Il a tellement d'argent que c'est pratiquement impossible d'en avoir encore plus. Et là, il a envie de dominer le monde. Некоторые газеты писали о том, что вы самый богатый человек в Европе. Если это правда, каковы источники вашего богатства? Это правда. Я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире. Я собираю эмоции. И я богат тем, что народ России дважды доверил мне руководство такой великой страной, как Россия. Ils ont travaillé avec Poutine. Ils l'ont affronté. Ils racontent de l'intérieur ce qui reste l'un des secrets d'État les mieux gardés de Russie. La fortune de Vladimir Poutine. Dès 1991, la carrière de Vladimir Poutine est enrobée d'un soupçon de corruption. L'URSS vient de s'effondrer. La deuxième ville du pays abandonne son nom soviétique, Leningrad, pour redevenir Saint-Pétersbourg. La Russie est alors au bord de la ruine. Les habitants affamés. Pour mettre un terme aux pénuries, la mairie met en place un vaste plan d'exportation. Elle vend des matières premières pour financer l'achat de nourriture. Le projet est confié à l'un des adjoints au maire, un certain Vladimir Poutine. L'ex-agent du KGB apparaît déjà dans un documentaire au titre prémonitoire « Pouvoir ». Il y vante l'efficacité de son programme. Масло животного 2,2 тысяч тонн, молока сухого 2000 тонн. Значит, это фактически перекрывает все наши потребности. Но это впечатляет, я могу сказать откровенно, так? Les mois passent, mais la nourriture n'arrive pas, les rayons restent vides. Des manifestations éclatent, les habitants exigent des explications. Sous pression, les autorités finissent par nommer une commission d'enquête parlementaire. Le rapport des députés est accablant. Le service dirigé par Vladimir Poutine a validé l'exportation de 120 millions de dollars de matières premières. Mais cet argent n'a pas servi à acheter de la nourriture, il a été détourné. Les députés ont présenté des preuves qui confirment qu'il faudrait révoquer le président du comité des relations extérieures de la mairie, M. Vladimir Poutine. Le numéro 2 du service est licencié. Vladimir Poutine, lui, échappe aux poursuites. Protégé par le maire dont il est proche, il est même promu au poste de premier adjoint. Cet argent aurait dû être utilisé pour nourrir des gens affamés. Mais cet argent a été volé et les gens continuaient à avoir faim. Poutine a compris qu'il restait impuni dans cette affaire criminelle et il a pu continuer son activité de corruption.
À l'époque, Andrei Korchagin est en négociation avec Vladimir Poutine. L'homme d'affaires veut se lancer dans l'importation de fromages européens, mais il doit obtenir la signature du haut fonctionnaire. Je me suis rendu à Smolny, les bureaux de l'administration de Saint-Pétersbourg. Je lui ai parlé brièvement de mon projet. Il m'a répondu gentiment que c'était très bien, qu'il soutenait de telles initiatives de création de partenariats venant de jeunes entrepreneurs. À l'époque, j'étais encore jeune. Il m'a assuré qu'il signerait tout et qu'il fallait s'adresser à son assistant, Sechin, afin de préparer tous les documents nécessaires. Je l'ai remercié et je suis allé voir Sechin. Igor Sechin est alors le chef de cabinet de Vladimir Poutine à la mairie de Saint-Pétersbourg. Il est surtout son plus fidèle serviteur. Il le suivra jusqu'au Kremlin. En 1994, c'est lui qui se charge d'expliquer aux jeunes entrepreneurs le fonctionnement du système. Je suis allé voir Sechin à l'accueil et je lui ai dit que Vladimir Poutine était d'accord pour signer mes documents. Et je lui ai demandé quand je devais apporter mes documents. Sechin a répondu « C'est très bien ». Il a attrapé un bout de papier et écrit quelque chose dessus. Ensuite, il m'a tendu ce papier en disant « Apportez vos documents et complétez avec ça ». Sur le papier, il était écrit 10 000 $. À l'époque, j'étais jeune et même un peu tête brûlée. Peu de choses me faisaient peur. Et du coup, j'ai posé la question, sans détour, à Sechin. « Voulez-vous vraiment que je verse la somme de 10 000 $ en échange d'une signature ?» Il m'a regardé en me disant de baisser le ton, qu'il ne fallait pas me comporter ainsi. Ce sont des règles. Vous n'étiez pas au courant ? Le projet d'Andrei Korchagin ne verra jamais le jour. Il deviendra député d'opposition avant de choisir l'exil pour échapper à une arrestation. Vladimir Poutine, lui, continue son irrésistible ascension jusqu'au sommet de l'État, sans se défaire des soupçons de corruption. Comme à Saint-Pétersbourg, ceux qui souhaitent faire des affaires en Russie sont confrontés à un vaste système de détournement des richesses. L'ingénieur Vitaly Ginzburg a d'abord accepté de payer des pots de vin. Dans les années 2000, cet entrepreneur conçoit des gares et des terminaux d'aéroports. Un fonctionnaire du ministère des Transports est venu me voir et m'a demandé combien nous étions prêts à payer. Il a dit qu'ils étaient prêts à coopérer, qu'ils étaient intéressés, que nous avions de bons projets. Mais il nous parlait très explicitement de rétrocommission. J'ai dit, eh bien, si nous ne pouvons pas nous en passer, je suis prêt à payer une commission de 10%. Il m'a dit, comment 10%? Le ministre a fixé le taux à 15%. Il m'a dit cela en septembre ou août 2002, dans mon bureau, officiellement. Personne ne se cachait. Ça se faisait au grand jour. Mais en fait, ça n'était jamais vraiment 15%. Parce qu'ils ont augmenté immédiatement, par extorsion supplémentaire, ces 15%. Et ils ont rapidement dépassé les 20%. Pour Ginzburg, ce système de pots de vin ne pouvait pas se mettre en place et perdurer sans l'aval du président Poutine. Et selon lui, tout était à son profit. Certes, il n'est pas le seul bénéficiaire de ce système, mais il est celui qui se trouve tout en haut de la pyramide. Et il dirige cette pyramide. J'ai même demandé à une personne proche de Poutine de lui transmettre un message. Vous avez gagné, ou vous avez volé, je ne me souviens plus la formule. 2 ou 3 milliards à tout le monde. Vous devriez peut-être arrêter et commencer à développer des projets sérieux pour le pays. Mais on m'a dit de me calmer et que personne ne transmettrait ce message. Vitaly Ginzburg n'a pas de preuves pour étayer ses accusations contre Vladimir Poutine. Sous la pression des autorités russes, il a fini, lui aussi, par s'exiler. Il est dangereux de dénoncer la corruption en Russie. L'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays va en faire les frais publiquement.
Le 16 février 2003, le président convie au palais du Kremlin les dirigeants des plus grandes entreprises russes, ceux que l'on nomme les oligarques. Mikhail Khodorkovsky est alors le plus puissant d'entre eux. Il dirige Yukos, le géant des produits pétroliers. Il souhaite alerter le président Poutine sur l'ampleur de la corruption. On ne pouvait plus continuer avec le degré de corruption qui était pratiqué par l'appareil étatique de Poutine. On se disait que Poutine tiendrait compte de cette réalité, qu'il comprendrait que c'était mauvais pour la Russie et qu'il était important de changer la direction dans laquelle avançait le pays. Le plus dangereux, c'est le fait que la nouvelle génération est influencée par les pratiques actuelles. Ses premiers mots sont hésitants. Il tourne autour du pot. Initialement, le sujet devait être abordé par un autre, mais il s'est dégonflé. Et moi, je me suis dit qu'il était impératif de régler le problème, car sinon le pays ne pourrait plus évoluer. La corruption, estimée par 4 organismes distincts, est d'environ 30 milliards, soit 10 à 12% du PIB, sachant que l'imposition, c'est 30% du PIB. Agacé, Poutine accuse explicitement la compagnie de Khodorkovsky de fraude fiscale. Другие нефтяные компании, как, например, компания ЮКОС, имеют сверхзапасы. Как она их получила, это вот вопрос в плане обсуждаемой сегодня нами темы. В том числе и, значит, такие вопросы, как уплата или неуплата налогов. Мы с вами обсуждали в свое время, да? Значит, совсем недавно, что и ваша компания, допустим, у нее были проблемы с уплатой налогов. Понимаете? Вот поэтому я возвращаю вам вашу шайбу. Je pensais que la corruption n'était pas dans l'intérêt du président Poutine et que je pouvais le convaincre de changer la direction que prenait le pays. Mais juste après cette réunion, il a donné l'ordre au parquet général de faire des enquêtes dans toutes les régions pour rassembler toutes les informations possibles sur l'activité de notre société à travers le pays. Et au bout de quelques mois, les arrestations ont commencé. La vengeance de Vladimir Poutine est implacable. Mikhail Khodorkovsky est arrêté en octobre 2003 et condamné à 6 ans de prison pour fraude fiscale. Oui, c'est vrai, ça a été des années difficiles. Oui, je me suis pris un coup de couteau au visage. Oui, j'ai passé les 6 premières années dans des conditions de détention parmi les plus dures qui soient. Mais le plus désagréable, ça n'a pas été ça. Au début de ma détention, on m'a bien fait comprendre que Poutine avait décidé que j'allais en baver, durant au moins 8 ans. Ça n'a pas été 8 ans, mais plus de 10 ans. Khodorkovsky l'ignorait. En s'en prenant au tabou de la corruption, il s'attaquait directement à Vladimir Poutine. Le fait est que la corruption avec Poutine est devenue systémique. Une corruption systémique, c'est quoi? C'est quand les choix économiques et parfois même politiques se font uniquement en fonction du bénéfice optimal que la corruption pourrait apporter. Mikhail Khodorkovsky devra signer une reconnaissance de culpabilité pour bénéficier d'une grâce présidentielle et être libéré en 2014. Pour les Occidentaux, sa chute est celle d'un homme d'affaires devenu trop puissant. Mais pour les familiers du Kremlin, c'est d'abord un message envoyé à tous les autres oligarques. Bill Browder est américain. Il a été le plus gros investisseur étranger en Russie après la chute de l'URSS. Il a connu le système de l'intérieur. Le problème, c'est que Poutine n'avait aucune intention de se débarrasser des oligarques. Son ambition, c'était de devenir le plus riche des oligarques lui-même. Et pour y parvenir, il s'est lancé dans un combat contre la personne la plus riche de Russie à l'époque, Mikhail Khodorkovsky.
Si vous êtes un oligarque, la 17e fortune de Russie par exemple, vous êtes sur votre yacht, au large du cap d'Antibes, vous êtes dans votre chambre avec votre maîtresse, vous passez dans le salon, vous allumez CNN, et là vous voyez un homme beaucoup plus intelligent, plus riche et plus puissant que vous dans une cellule. Quelle est votre réaction naturelle si vous ne voulez pas vous retrouver dans la même cellule? Alors un par un, à partir de l'été 2004, les oligarques sont allés voir Poutine et lui ont dit « Mais que faut-il faire pour ne pas finir dans une cellule ?» La réponse de Poutine a été très simple. « Je veux 50%. » En d'autres termes, les hommes d'affaires pourraient s'enrichir à condition de réserver une partie toujours plus importante de leur fortune à Vladimir Poutine. C'est aussi l'interprétation de cet ancien vice-ministre de l'énergie. Devenu opposant en exil, il traque la fortune de Vladimir Poutine. Il n'est pas possible que ces hommes soient devenus si riches avec tellement d'argent sans des décisions de Poutine en leur faveur pour leur offrir tous ces actifs. Est-ce que Poutine a fait ça gratuitement? Est-ce qu'il a laissé ces gens gagner des milliards et des milliards simplement par gentillesse? Ou est-ce qu'il y gagne quelque chose? Je pense que la réponse la plus réaliste est qu'il y gagne quelque chose. Les hommes d'affaires restés loyaux au président russe sont tous devenus millionnaires. À l'image du fidèle Igor Sechin, le chef de cabinet à Saint-Pétersbourg, l'homme des commissions à 10 000 $. Il est désormais président du conseil de surveillance de Rosneft, la société qui a absorbé le groupe de Mikhail Khodorkovsky. Sechin est aussi le propriétaire de 2 super yachts, dont le montant total dépasse le demi-milliard d'euros. La fortune de ces oligarques s'expose au grand jour. Mais celui qui serait le principal bénéficiaire du système reste lui beaucoup plus discret. Il y a bien les montres de luxe repérées régulièrement à son poignet. Une collection estimée à 700 000 €, alors que le président déclare un salaire de 12 000 €. À cette exception près, le président russe n'affiche aucun signe extérieur de richesse. Quel est le montant de sa fortune? Où serait-elle dissimulée? Je ne crois pas que Vladimir Poutine ait un compte à son nom, un compte Poutine, où il aurait des milliards et des milliards de dollars. Je pense que ça n'existe pas. Poutine procède comme le font les bandits. Il confie son argent à ses hommes de confiance. Et ces hommes de confiance le rassurent en lui faisant savoir qu'une partie de l'argent qu'il possède lui revient à lui. Mais ce système parfaitement rodé a connu une première fausse note en 2016. Sergueï Roldouguine est un célèbre violoncelliste russe. Selon les Panama Papers, vaste enquête sur la fraude fiscale mondiale, il dissimule 2 milliards d'euros sur des comptes offshore, une fortune incompatible avec ses revenus. Sergueï Rodougine est un violoncelliste de l'orchestre de Saint-Pétersbourg. Les Panama Papers ont révélé qu'il avait reçu, ou plutôt des sociétés en lien avec lui ont reçu 2 milliards de dollars de la part de généreux oligarques russes. Des oligarques ont littéralement envoyé des centaines de millions de dollars à ce violoncelliste. Pourquoi les oligarques ont-ils versé cette fortune sur des comptes secrets? Le musicien est un ami d'enfance de Vladimir Poutine, le parrain de sa fille. Nous avons pu reconstituer que la richesse personnelle de Poutine est financée par ces oligarques. Les Panama Papers n'en ont révélé qu'une infime partie, avec le violoncelliste Sergueï Roldouguine, qui bénéficie de ses comptes offshore. Mais il est très clair que cet argent va directement dans la poche de Poutine. Нет ничего подобного. Какие-то зарабатывает. Но вот что любопытно и интересно, я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, и в числе своих друзей, и вообще в целом. Почти все деньги, которые он там заработал,
Он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию. Чем больше у нас будет таких людей, тем лучше. И я горжусь, что у меня есть такие друзья. Rien n'est au nom de Vladimir Poutine. Le palais somptueux dévoilé par Alexeï Navalny est officiellement la propriété d'Alexander Ponomarenko, un milliardaire proche du président russe. Depuis qu'il a prétendu le contraire, Alexeï Navalny, opposant numéro 1, a été arrêté. Une condamnation pour fraude et outrage à magistrat, montée de toutes pièces selon lui. Comme beaucoup de ceux qui ont participé à cette enquête, Vladimir Milov a dû lui aussi quitter la Russie précipitamment. Ce film a eu un impact significatif. Selon une enquête d'opinion, 17% des Russes ont changé de regard sur Poutine, de manière négative. Ils attendaient de lui qu'il soit un chef travailleur et ascétique. Il s'avère qu'il est devenu un homme qui s'enrichit de manière obscène grâce à la corruption et au pillage de la nation russe. Tous ces milliards, dont Poutine serait le bénéficiaire ultime, provoqueront-ils sa perte? C'est le combat d'une vie pour l'Américain Bill Browder. L'homme d'affaires assure s'être fait spolier 230 millions de dollars dans les années 2000 suite à des démêlés avec les autorités russes. À l'époque, l'un de ses conseillers fiscaux est arrêté. Il meurt en prison suite à de mauvais traitements. Il s'appelait Sergueï Magnitsky. Après la mort de Sergueï Magnitsky, j'ai voulu lui rendre justice. Mais il n'y avait aucune possibilité d'obtenir justice en Russie. Comment punir ces gens qui l'ont tué pour 230 millions de dollars? Ces gens-là ne gardent pas leur argent en Russie, ils le placent à l'Ouest. Donc si nous pouvons saisir leur argent, si nous pouvons les empêcher de voyager à l'Ouest, ce n'est sans doute pas la justice telle que je la souhaiterais, mais c'est beaucoup mieux qu'une impunité totale. Donc je suis allé à Washington, j'ai raconté l'histoire de Sergueï Magnitsky, j'ai expliqué que nous pouvions bloquer les avoirs et interdire les visas de ces gens, et le Congrès a dit oui. C'est comme ça qu'est né le Magnitsky Act. Nous avons maintenant les moyens de traquer Vladimir Poutine lui-même via les oligarques. Depuis, les Américains et les Européens traquent les biens des proches du président Poutine. Avec l'invasion de l'Ukraine, les sanctions ont pris de l'ampleur. En mars 2022, les yachts du fidèle Sechin ont été saisis. Mais cela suffira-t-il à atteindre Vladimir Poutine? Le 7 février 2022, 2 semaines avant le début de la guerre en Ukraine, un luxueux yacht de 83 mètres quitte le port d'Hambourg en Allemagne. Direction Kaliningrad, une enclave russe coincée entre la Pologne et les pays baltes. Selon de nombreux experts, le Graceful est la propriété de Vladimir Poutine. Il est désormais hors d'accès des sanctions occidentales. J'ai dans l'opinion publique les vraies motivations de ce qu'il fait. Et donc, je vous assure que les sanctions qui ont été prises par l'Occident, on s'en fout. Même, je le dis ça parce que je suis aussi sous les sanctions, mais nous tous, on s'en fiche royalement de toutes les mesures très très dures qui doivent déchirer l'économie de la Russie en petits morceaux. On s'en fout. La Russie existe, il existera avec Vladimir Poutine ou sans Vladimir Poutine. Vous pensez qu'il va rester au pouvoir jusqu'en 2036? J'espère bien. L'objectif de Poutine est de rester au pouvoir jusqu'à sa mort naturelle. Parce que s'il n'est plus au pouvoir, les gens qui cachent son argent ne le lui rendront plus. Il ne garde son argent à sa disposition que tant qu'il est tout-puissant. Donc Poutine doit faire le maximum pour être sûr que personne ne conteste son pouvoir. De son point de vue, le scénario parfait, c'est qu'il reste en place jusqu'au jour où il partira d'une mort naturelle, dans son lit. Depuis qu'il a fait modifier la Constitution, Vladimir Poutine peut rester au pouvoir jusqu'en 2036. Il sera alors âgé de 84 ans.